Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de solution sur l'atelier pratique du Morpion. Alors on en était resté au fait de détecter quand un joueur gagnait, que ce soit le joueur 1 ou bien le joueur 2. Alors moi ce que j'aimerais maintenant c'est quand même afficher le joueur 1 ou le joueur 2 dans notre interface pour savoir c'est à qui de jouer. Pour cela, je vais faire appel à deux GUI texte. Hop, UI texte et un deuxième. Je vais les renommer bien entendu et je vais les appeler texte joueur 1 et texte joueur 2. Je vais changer un petit peu leur organisation. Alors, il est vrai que je n'ai pas encore mis à jour les vidéos sur les interfaces. Pour cette vidéo, je vais utiliser la nouvelle interface d'Unity. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous essayer et sinon, vous avez par exemple un petit exemple de son utilisation. Alors moi, le joueur 1, je voudrais le mettre ici et le joueur 2 ici. Donc je vais changer le point d'ancrage de cet objet pour ce point ici. Et je vais mettre en position 125, je pense, de ce côté-là. Et vers le haut, je vais mettre plutôt moins 50, moins 45, moins 45, moins 45. Et je vais faire pareil pour l'autre objet. Je vais, mais ce coup-ci, en inversant les X, la mettre par rapport à ce point ici, et mettre moins 225 et moins 45. Alors on peut voir que j'ai une organisation, enfin un texte qui est un peu trop collé vers la droite. Je vais donc mettre son alignement, enfin trop collé vers la gauche, je vais mettre son alignement à droite. Ainsi, j'ai une interface qui va fonctionner sur des écrans quand même relativement petits jusqu'à des écrans infiniment grands. Maintenant, joueur 1, il doit afficher joueur 1. Donc je vais prendre son texte et je vais afficher joueur 1. Pareil pour le joueur 2. Ainsi, quand le joueur 1 est affiché, c'est au joueur 1 de jouer. Quand c'est au joueur 2 de jouer, c'est au joueur 2 de jouer. Maintenant, on va remodifier nos scripts, puisque c'est à partir de là que l'on va un petit peu modifier cet affichage. On va avoir besoin d'avoir un lien vers ces objets. Donc on va les créer, ces liens. Public GameObject, puisqu'on ne va pas modifier le texte, donc on n'a pas besoin d'aller trop précisément dans l'objet. Et puis on va mettre texte joueur 1. Et on va faire pareil avec l'autre. Voilà. Texte joueur 2. Et on va, à chaque fois que l'on joue, modifier l'affichage de ces objets. Donc, on va faire appel à une fonction publique. Et on va l'appeler gestion affichage pour la gestion d'affichage des joueurs. Et il va prendre en paramètre le joueur qui est en train de jouer. Et on va dire, si c'est au joueur 1
de jouer, on va dire, bah, le texte du jour 1, on va l'activer. On va le mettre donc à true. Et le texte du joueur 2, on va le mettre à faux. Et sinon, ça veut dire qu'on est dans le cas inverse. Et dans ce cas-là, on a juste à inverser les deux paramètres. Hop, hop. Et voilà. Sachant que c'est au joueur 1 de commencer, on va directement désactiver notre texte de joueur 2. Alors, j'ai une erreur, condition de victoire, la ligne 18. J'ai oublié le type de renvoi. On ne va rien renvoyer. Et ainsi, on a notre texte de joueur 1. Maintenant, il ne se met pas à jour. C'est normal, on ne lui demande pas. On a créé une fonction, mais on ne lui demande pas. Alors, on va utiliser... Ouais, on va utiliser un deuxième script. Oh, quoique, non, on peut utiliser directement ce lien ici pour mettre à jour l'affichage. On va faire appel à la fonction gestion pour affichage. Et on va renvoyer l'état de joueur courant. Ainsi, on sait si on a fait jouer le joueur 1 ou si on a fait jouer le joueur 2. Si on a fait jouer le joueur 1, on arrive ici et on active. Alors, il faut faire bien attention ici. J'envoie ici le joueur 1 qui vient de jouer. Donc le prochain coup, ça va être le joueur 2 de jouer. Donc, il est potentiellement comme ça. On va vérifier de toute façon après, lorsque l'on va lancer le jeu. Alors, je n'ai pas encore mis les liens. Donc, on est dans cet objet ici et on va mettre à jour les liens vers les bons objets. Alors, pourquoi est-ce que notre objet ne veut pas fonctionner? Oh, j'ai horreur de cette... Alors, je me suis trompé. C'est cette partie-là qu'il faut désactiver. Pas le texte, mais le GameObject, puisque c'est sur le GameObject que nous influençons. Alors, on n'oublie pas de le faire quand on ne joue pas, pour que le paramètre soit sauvegardé. Et du coup, nous avons correctement un affichage qui se met. Le joueur 1 doit jouer. On appuie sur la croix, c'est au joueur 2 de jouer. Il va mettre un rond, etc., etc. Maintenant, je voudrais que lorsque quelqu'un gagne, on ne puisse plus jouer. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va désactiver tous les box colliders qui restent ou utiliser une petite astuce? J'ai dit qu'on ne devait plus voir le morpion. Et bien dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ce morpion. Ou plutôt, je ne vais plus pointer vers lui. J'ai une caméra ici. Et bien, pour ne plus qu'on voie le morpion, je vais déplacer ma caméra ici. Et ainsi, le joueur ne pourra plus cliquer et ne pourra plus influencer sur ma grille de morpion. Donc, on va se remettre à 0. Donc, si quelqu'un a gagné, eh bien, on va mettre this, puisque notre script est attaché à notre caméra, point translate, pas transform, translate, quoique on a quand même besoin d'accéder au transform,
pour ensuite demander le translate. Voilà. Et c'est sur l'axe des X. On le voit ici, c'est sur l'axe des X. On va mettre 15. 10, ça semblait plus ou moins suffisant, mais au moins j'ai un petit peu de marge. Et voyons voir comment ça se comporte. Je fais gagner le joueur 1, ma caméra se déplace, et je ne peux plus jouer. Sauf qu'on voit que joueur 2 est affiché, ce texte est affiché. Et je n'aime pas ça. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va désactiver les deux textes de joueur. Texte de joueur 1, .setActive, false, et de même que pour le texte de joueur 2. On va y arriver. Le joueur 1, quand le joueur 1 gagne, le joueur 2 n'est plus affiché. Et si je fais gagner le joueur 2, le joueur 1 n'est pas affiché pour le coup suivant. Donc on est plutôt bon. Maintenant, j'ai dit qu'il fallait afficher le gagnant. Et donc il faut que ici, on sache qui a gagné. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un canevas pour avoir une interface différente que j'activerai selon mon besoin. Alors, texte, et moi je l'ai besoin dans un autre canevas, donc c'est pas ça que je veux. Canevas, et dedans je veux un texte. Voilà. Le texte, on va le faire par rapport au centre. Hop. On va le mettre à 0. On va le faire centré. Et puis, non, tout ça, ça me va. Tout ça me va. Mais ce canevas, je n'en ai pas besoin au début. Donc, on va désactiver cette interface et on va l'activer lorsque l'on va gagner. Ainsi, on gagne une partie. Notre caméra se déplace ici. On désactive l'interface qui affiche les noms des joueurs et on va afficher l'interface qui sera chargée de dire qui a gagné. Donc on va faire encore une fois deux liens. Donc public GameObject interface fin de niveau. Et on va faire finalement pas un GameObject, on va accéder directement au composant texte. Alors, petite astuce, il faut importer la bibliothèque de fonctionnalités de l'interface, de l'UI. Donc, il faut ajouter cette ligne-là pour pouvoir interagir avec l'interface d'Unity. Et on va appeler ça le texte gagnant. Ainsi, ici, on a le composant l'interface qui va gérer l'interface à la fin du niveau. Et on a un texte ici, le texte gagnant, qui va nous permettre de définir le texte pour dire qui a gagné. Donc, une fois ça fait, on va prendre notre texte gagnant. Et puis on va prendre le composant texte, c'est-à-dire celui-ci. Ici, on va prendre ce composant texte et on va modifier ce texte. Et on va dire joueur. Le joueur gagnant. Tout simplement, en fait, on va recopier cette phrase-là.
plutôt que de s'embêter. Et bien entendu, on n'oublie pas d'activer l'interface. Donc interface fin de niveau, set active. Chaud. On n'oublie pas de mettre les liens à jour. Donc on a notre caméra, on lui met l'interface de fin de niveau en lien et le texte. Le fait de stocker beaucoup de choses en mémoire, ça a un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est rapide. On ne consomme pas de ressources en recherchant les éléments. Le désavantage, ça consomme un petit peu en mémoire. Donc testons. Je fais gagner un joueur et on a notre texte, le joueur 1, à gagner. À partir de là, on peut considérer qu'on a rempli les objectifs de ce morpion. Bah oui, je lance le jeu. J'ai bien je vois bien un morpion, je sais que c'est un morpion. Si je vois bien que c'est au joueur 1 de jouer, on pourrait ajouter, joueur 1 joue, 2 points, et puis on a bien le joueur 2, etc. Et on nous affiche bien si c'est le joueur 1 qui gagne, ou si, au contraire, c'est le joueur 2 qui gagne. Dernier cas de figure, que je n'arrive pas toujours à produire, hop, c'est ce cas de figure-là. Eh oui, on a oublié ce petit cas de figure-là. Quand il y a un match nul. Donc, on va arranger ça tout de suite. Ici, on a un nombre de coups. Et ce nombre de coups, on l'incrémente nulle part. Donc, on va, à chaque fois qu'on vérifie la victoire, qui est demandée par le script, gestion clic, on va incrémenter le nombre de coups. Et on va faire en sorte que si le nombre de coups est supérieur à 9, ou égal à 9, on va lancer cette routine-là et on va jouer sur le paramètre gagnant. Donc, else if nombre de coups est supérieur ou égal à 9, cela nous permet, plutôt que de faire un égal, que si jamais il y a un problème et qu'au lieu que ce soit 9 qui soit renvoyé, ce soit 50, alors je prends un cas extrême, de quand même lever la condition et que notre script fonctionne quand même. Et alors là on voit qu'il m'a remis les... Il m'a contracté mes else if, moi je ne veux pas. Et dans ce cas-là, on va faire appel à la fonction victoire. Hop. Et en victoire, on va mettre 0. Et ici, on va dire if victoire est égal à 0, alors dans ce cas-là, on va afficher le texte. Match nul. Et sinon, else, on va afficher ce texte-là, le gagnant. Alors, j'ai fait un égal, où ça? Ligne 38. 38, victoire est égale à... c'est pas le victoire, c'est gagnant. Et normalement, il me relève plus d'erreur. Donc, je suis en train de réfléchir pour ne pas me faire gagner. Oui, et j'ai quand même... Oh là là. Alors, concentrons-nous. Hop, hop, hop,
hop. Alors là c'est croix, hop, rond ici, croix ici, rond là, croix. Match nul. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que l'atelier est fini. Mais moi j'ai quand même envie de pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on a un utilisateur qui lance le jeu, puis qu'une fois qu'il est à cette étape-là, et ben ça y est, c'est fini, et il doit quitter le jeu. Sauf qu'on est sur un morpion. Et lorsque vous jouez avec quelqu'un qui perd, en général, il vous dit revanche. Donc, ce serait bien d'avoir un bouton rejouer. Donc, c'est bien sûr cette interface-là que nous allons créer un bouton. Donc, on va réactiver cette interface pour les besoins de cette organisation, pour pouvoir organiser notre interface. Et je vais faire appel à un bouton. Puis je vais dire rejouer. Donc ce bouton, pareil, je le mets au centre, hop, hop. On va le mettre à moins 20, moins 30, moins 30. Le texte de ce bouton, on va mettre rejouer. Et on va, au clic de ce bouton, lancer une méthode. Et cette méthode, où est-ce qu'on va la mettre? Ben, pas dans condition de victoire, parce que déjà on fait des choses, incrémenter le nombre de coups dans une méthode dite vérification de victoire, alors que normalement on doit juste vérifier la victoire, c'est pas forcément logique, donc c'est, d'un point de vue organisation, pas très bon. Et là, si on se met en plus à gérer dans conditions de victoire, ben les chargements de niveau, on va avoir un script qu'on appelle fourre-tout, et ça ne va pas aller d'un point de vue organisation. Lorsque l'on aura besoin de modifier notre code, ce sera le parcours du combattant. Donc je vais créer un nouveau script qui va s'appeler gestion niveau. Et son rôle, ça va être de gérer les niveaux. Ce script, j'ai besoin de l'attacher à un objet. Et ben, je vais faire appel à un objet vide et je vais l'attacher. Ce script, on va devoir lui créer des méthodes. Alors, on n'a besoin de rien du tout dans ce script, hormis la classe. Et on va créer les méthodes rejouer, ou oui, rejouer ou lancer de partie. Public void lancer partie. Et on va charger notre niveau. Application.load level, et ça prend en paramètre soit un nom, soit un index. Ah, le problème c'est que nous, notre jeu, notre scène n'a ni index ni nom. Eh bien, on va changer ça en allant dans les build settings et en disant que cette scène devra être construite. Et ainsi, on a notre scène qui a un indice, puis un nom, qu'on aurait peut-être pu utiliser. Moi, j'utilise davantage les indices. Ainsi, on a un GameObject qu'on va aussi appeler gestion de niveau. Et donc, on a ce script. Ce qu'on veut, c'est lancer cette méthode au clic de ce bouton. Donc, dans cet objet, on va ajouter un événement. L'objet, on va appeler gestion de niveau. Et la fonction qu'on va lancer, c'est la fonction lancer partie. Ainsi, on va charger ce niveau, et donc on va tout simplement le relancer. C'est comme si on faisait stop et play. Je fais gagner quelqu'un, je vois l'interface, je peux rejouer et je peux rejouer. Et là, tiens, qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'on a commencé par un rond. Puis là, on commence par une croix. Et encore un rond. Pourquoi?
Eh bien parce que l'affichage du premier symbole est géré dans notre script par une variable statique. Et une variable statique n'est jamais détruite. Jamais. Plus exactement, jamais pendant votre programme. C'est-à-dire que vous lancez votre programme et la variable statique sera toujours présente et toujours accessible. Qu'est-ce que ça montre comme problématique? Déjà, qu'il faut bien faire attention. Si on avait basé notre script, par exemple l'état de joueur, on l'aurait influencé là-dessus, on se serait mis à avoir des comportements bizarres au niveau de l'interface. Donc, le fait que l'on soit basé sur des variables qui ne sont pas statiques a fait qu'on a contourné un petit peu le problème. Cette variable statique, du fait qu'elle n'est jamais détruite, elle est toujours en mémoire. Et donc du coup, ça va toujours consommer un petit peu de mémoire. Maintenant, on est sur un tout petit projet, un tout petit morpion. Donc, on peut se dire qu'utiliser un booléen qui, je le rappelle, utilise, je crois, un octet ou un byte dans l'ordinateur, puisque c'est soit 0, soit 1. Donc normalement, c'est même un bit. On peut se dire qu'on peut gaspiller un petit peu cette ressource, mais faites attention aux variables, aux méthodes et aux classes statiques. Maintenant, c'est bien, mais lancer un programme et puis comme ça directement dans le jeu, c'est pas très esthétique. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un menu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle scène. Alors, c'est plutôt ici. New scène. On va sauvegarder bien entendu celle-là. Cette scène, on va la sauvegarder et on va l'appeler menu. On va bien entendu l'arranger dans le dossier correct. On va aller dans Project Build Setting. On va la mettre à l'intérieur et on va inverser les deux. Pour que lorsque l'on lance notre jeu, alors là c'est vrai que ça lance la scène courante, mais pour que lorsque l'on lance le jeu, ce soit la première qui soit chargée. On va modifier un petit peu notre script ici, puisque ce n'est plus l'index 0 qu'on a besoin de relancer pour lancer la partie, mais l'index 1. Maintenant ici, on va avoir deux boutons pour gérer le lancement de la partie et le fait de la quitter. Composant, hop, oui, bouton. Toujours centré au centre, ça me va bien. Donc il y en a une qu'on va mettre à 15, à 20, et la deuxième qu'on va mettre à moins 20. Hop. La première, on va l'appeler jouer. Et le deuxième, quitter. Et on va encore utiliser notre objet de notre scène précédente, à savoir la gestion de niveau. Donc on va en créer un vide et on va utiliser le GameObject et le script, pardon. On l'appelait gestion de niveau, encore une fois. Maintenant, pour lancer une partie, ça va. On gère. Alors, on gère à moitié. Hop. On gère. Hop. Lancer de niveau. Lancement de partie. Je clique sur Play. Je clique sur Jouer. Ça lance la partie. Très bien. Par contre, quitter. Ah, on n'a pas géré ça. Eh bien, on va faire ça dans gestion de niveau, après tout, puisque ça reste cohérent. Public, void, quitter. Et là, encore une fois, on va faire appel à la classe application.quit. Et ainsi, ça va nous charger de quitter le programme. Si je clique sur Play et que je clique sur quitter, qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors déjà, parce que je n'ai pas
mis l'objet. Mais quand bien même j'ajoute l'objet et je mets la bonne méthode, je clique sur Play, je clique sur Cliquer et rien ne se passe. C'est l'une des rares méthodes qui, lorsque l'on l'appelle, ne fait rien dans l'éditeur d'Unity. Ah oui, imaginez, vous lancez votre jeu, vous cliquez sur Cliquer et là tout l'éditeur se ferme et vous n'avez pas sauvegardé les changements. C'est des raisons de meurtre et je pense que les gens chez Unity n'ont pas envie de mourir. Du coup, rien ne se passe. Mais lorsque nous construisons notre jeu, là par contre, le jeu se comportera normalement. Je peux donc lancer une partie, jouer, faire gagner le joueur 1, rejouer, et j'ai envie de quitter. Ou j'ai envie de retourner au menu. Et bien là, on va retourner dans le panneau scène. On va modifier notre scène de jeu. Et on va modifier un petit peu l'interface ici. On va dupliquer notre bouton. On va l'appeler menu. Ici, on va l'appeler bouton retour menu. Et ici, bouton rejouer. Et ici, au lieu de lancer la partie, on va encore une fois ajouter une méthode. Et on va dire public void retour menu. Application.load. Attention, j'ai une petite erreur, c'est pour ça qu'il ne m'aide pas. .load. Ah. Public void. Hop. Application.load level. On va mettre l'indice du menu, à savoir 0. On vérifie quand même. Build setting 0. On sauvegarde et on regarde comment ça se comporte. Alors on va aller dans le menu pour que ce soit plus cohérent. J'ai le menu, je veux jouer, je joue, je gagne. Et pourquoi cela ne s'affiche pas? Alors vérifions. Alors, je n'ai pas modifié la position. Donc on va mettre -20. Alors apparemment je ne peux pas modifier, enfin je ne peux pas dupliquer un bouton, bon, c'est pas grave, je trouve ça un petit peu idiot. J'ai très sincèrement pas envie d'aller chercher le pourquoi du comment. Donc on va le recréer manuellement. Hein. Texte, hop, menu. On attache à ce script, alors on lance une détection, enfin une levée d'événements, hop, retour menu. Le menu, on le positionne correctement à moins 100, je pense. Ah, moins 100, c'est beaucoup. Moins 70, voilà. Et on peut, alors du coup on désactive, on peut tester maintenant notre objet, enfin notre script. Donc je lance, je peux jouer, je peux gagner, je peux rejouer, faire gagner quelqu'un d'autre, je peux aller au menu et je peux quitter. Pour vérifier que nous pouvons quitter, faisons une dernière chose pour notre projet. Quelle est la dernière chose à faire pour un projet? Si vous n'avez pas d'idée, c'est très curieux. Normalement, vous avez envie de le partager. Et donc pour cela, on va créer un build pour PC, mais vous pouvez le faire pour Android, ça fonctionnera pareil. Hein. Nous n'avons pas tout ce que nous avons utilisé actuellement dans ce projet est compatible Android, compatible à vrai dire après avec à peu près tout, sauf les consoles puisqu'il y a une manette. Mais pour les web players, pour le montrer à tous vos amis via internet, ou là, on va le faire sur un PC. On va sélectionner l'endroit où on veut le sauvegarder, on va appeler ça mon magnifique, pas besoin de majuscule, magnifique Morpion, et on va enregistrer.
Et là, notre projet va se compiler. Et un dossier automatiquement s'ouvre et nous avons notre fichier exe. C'est le point exe et le dossier data qu'il faut transférer. Pour être sûr, ne faites pas comme moi, exportez votre projet dans un dossier vide. Au moins, vous saurez que c'est tous les éléments de ce dossier qui est à envoyer à quelqu'un. On appuie sur exe. Alors là, on a cette console de configuration parce qu'on n'a pas désactivé, mais bon, pourquoi pas. On a le magnifique logo qui dit que j'ai pas payé la licence. Et on a un bouton. Je veux jouer. Je joue. Je veux rejouer. Je peux rejouer. Je vais au menu et je peux quitter. Et on a terminé l'atelier pratique du Morpion. Juste une petite chose, il est possible que vous ayez des erreurs d'affichage au niveau de la lumière lorsque vous appliquez les niveaux. C'est un bug d'Unity qu'ils sont en train de corriger. Du moins, avec la dernière mise à jour, ils en ont corrigé une partie. Donc ne vous étonnez pas qu'au lieu d'avoir un morpion blanc, vous ayez un morpion gris lorsque vous chargez un niveau. C'est normal. Ah, enfin c'est normal. C'est pas de votre faute si vous voulez. Et lorsque de toute façon vous allez faire un build, vous n'aurez plus cette erreur. Voilà, notre atelier pratique du Morpion est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez réussi, j'espère que la solution proposée vous plaise. Alors il faut savoir qu'on n'a pas été tout à fait au bout de l'optimisation, on aurait pu faire des choses un petit peu mieux, un petit peu plus organisées. Mais pour un atelier pratique, si vous êtes arrivé à ce stade-là et à cette organisation-là, c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, personnellement, vous allez me retrouver dans une vidéo suivante dans laquelle je vais prendre un script de l'un d'entre vous et je vais l'analyser avec vous en vidéo et pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas. Cela vous permettra d'avoir un troisième point de vue et d'apprendre un petit peu des erreurs de quelqu'un d'autre. Personnellement, vous pouvez améliorer votre Morpion. Vous pouvez y ajouter une intelligence artificielle, vous pouvez y changer les graphismes, vous pouvez tester de l'exporter sur différentes plateformes, vous pouvez tester différentes formes de Morpion. Ici, on a fait un truc 3.3, mais pourquoi pas essayer quelque chose de 3.4 ou 4.4, mais même si je pense que 4.4, c'est le premier qui joue qui gagne obligatoirement. Mais c'est à vous, essayez, modifiez ce programme, améliorez-le, ajoutez des fonctionnalités, par exemple du son. Lorsque l'on clique, il se passe quelque chose, et vous aurez, une fois que vous aurez bien travaillé votre projet, vous saurez qu'il est terminé. Pour ma part, je considère qu'il est terminé puisque vous avez répondu au cahier des charges que je vous ai proposé. Donc, il est fait, vous avez votre premier programme et on se retrouve dans une prochaine fois, dans un autre atelier pratique, dans lequel on essaiera de faire un jeu, mais un tout petit peu plus compliqué qu'un Morpion. Ciao!